Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. À la une de l'actualité, un jeune de 19 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour un projet d'action violente. Il visait notamment des cibles juives. Il était en lien sur les réseaux sociaux avec une autre personne mineure, elle aussi mise en examen et placée en détention provisoire. La traditionnelle fête de la musique dans la cour de l'Élysée. Gilbert Montagnier était l'invité d'honneur, mais la politique n'était pas très loin. À un peu plus d'une semaine du premier tour des élections. On compte d'ailleurs déjà plus d'1 million de procurations. Nous y reviendrons. Puis à l'Euro, match nul 0-0 pour les Bleus face aux Pays-Bas. Un match sans Kylian Mbappé. Le capitaine, blessé au nez lors de la rencontre précédente, est resté sur le banc. On commence donc avec la mise en examen et le placement en détention provisoire de 2 personnes, dont un mineur, pour un projet d'action violente. Les 2 suspects sont accusés d'avoir voulu viser notamment des cibles juives pendant les Jeux Olympiques. Ils étaient en lien via les réseaux sociaux et sont chacun domiciliés en Île-de-France. Des arrestations donc dans un contexte de sursaut de l'antisémitisme dans le pays. À Courbevoie, un nouveau rassemblement était organisé à la mi-journée. Des centaines de personnes se sont réunies en soutien à la jeune fille de 12 ans, victime d'un viol à caractère antisémite samedi dans la commune. Beaucoup d'émotions, toujours, et des prises de parole pour dénoncer les actes et propos ciblant les personnes juives. L'avocat de la victime était l'invité de BFM TV ce soir. Il donne des nouvelles de la jeune fille. Écoutez. Je ne vais pas vous étonner en vous disant qu'elle va mal, physiquement, psychologiquement. Elle a tout subi, cette toute jeune fille. Elle a subi les injures antisémites, l'humiliation, les menaces, les violences physiques, les violences sexuelles. Elle a vraiment cru qu'elle allait mourir dans ce bâtiment désaffecté. Pourquoi ? Pour ne pas avoir avoué, comme si c'était une faute, qu'elle était juive, prétendument pour avoir mal parlé de la Palestine. Alors, vous savez ce que c'est en matière de viol de façon générale, mais plus encore sur une toute jeune fille de 12 ans qui, bien évidemment, n'a jamais eu de relation sexuelle de quelque nature que ce soit. Ce qui va se passer, les conséquences immédiates, je ne parle même pas du trauma qu'il va falloir gérer, la conséquence immédiate technique, médicale, c'est la pilule du lendemain, c'est des tests et des traitements contre les maladies sexuellement transmissibles, c'est des expertises médico-légales, psychologiques, et son monde est à des années-lumière de ce qui lui est arrivé. Donc, elle ne va pas bien, sa famille est sous le choc, la famille est très touchée de ces marques de sympathie, de solidarité, de ces manifestations spontanées qui sont organisées. Pour autant, elle ne souhaite pas y participer parce que la priorité aujourd'hui, c'est la reconstruction, c'est la réparation de cette petite jeune fille au calme, loin du tumulte de cette affaire. C'est une jeune fille qui a eu un courage tout à fait remarquable parce qu'elle a eu le courage, quand son calvaire s'est terminé, de courir chez elle, de tout raconter à ses parents qui, eux, ont eu l'intelligence d'appeler immédiatement la police pour que rien ne se perde, parce que dans ces tragédies, on a parfois tendance d'abord à nier. Il faut surmonter la honte qu'on ne devrait pas ressentir, mais que l'on ressent. Parce qu'on est victime. Parce qu'on est victime. Et très rapidement, ils sont allés faire des constatations sur place dès le soir pour ne pas perdre d'éléments. Et absolument, et c'est grâce à la réactivité des parents et au sang-froid des parents qu'ils ont pu, que la police a pu être rappelée et qu'elle a pu se déplacer immédiatement. Donc il y en a un qui a 12 ans et les 2 autres qui ont 13 ans. Et, ce qui emporte une première conséquence, c'est que avant 13 ans, on bénéficie, c'est la loi, d'une présomption de non-discernement. C'est-à-dire que la loi estime qu'avant 13 ans, on n'est pas capable, on n'a pas la lucidité, on n'a pas la profondeur d'esprit, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir ce que l'on fait. Cette présomption de non-discernement, elle n'est pas irréfragable. Ça veut dire qu'on peut la renverser. On peut la renverser s'il y a des éléments au dossier qui permettent de prouver que le jeune de 12 ans savait ce qu'il faisait, voulait le faire, avait l'intention de le faire. Et dans ce cas-là, le juge peut revenir sur ce non-discernement. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai pu lire dans le dossier d'instruction.
j'observe que beaucoup d'éléments ont fuité dans la presse, et si l'on en croit à la presse, eh bien, il y a eu des excuses, des regrets. J'ai tendance à penser que lorsque l'on regrette et que l'on s'excuse, c'est qu'on a peut-être quelque chose à se reprocher. L'enquête va établir qui a fait quoi exactement, et celui qui a 12 ans est soumis au statut de témoin assisté. Pour les faits de viol. Les faits de viol. Mais pas pour les autres. Mais il est mis en examen pour les autres faits. Il y a un cumul de circonstances aggravantes, et la particularité de ce dossier, c'est que la victime est mineure de 12 ans, mais les agresseurs sexuels, les violeurs, sont aussi extrêmement jeunes. Et là, on a passé une étape qui est terrifiante. Ce jeune homme, une presse qui a l'air très bien renseignée, que dans l'un des téléphones portables des agresseurs, il y avait un drapeau israélien en flammes, que l'on a reproché à cette jeune fille de ne pas avoir avoué qu'elle était juive, d'avoir mal parlé de la Palestine. Ça crée quand même une atmosphère, surtout en ce moment, avec ce que l'on connaît de l'antisémitisme depuis le 7 octobre dernier, cette explosion d'antisémitisme qui est liée directement à la guerre à Gaza. Et donc vous dites que ça pourrait être une juxtaposition de ce qu'ils auraient pu voir depuis le 7 octobre ? Eh bien, si l'on en croit à nouveau la presse, un acte de viol aurait été filmé. Moi, ça me fait penser, à titre personnel, aux actes de viol filmés par le Hamas en Israël, dans les kibboutz, le 7 octobre 2023. Et un autre rassemblement en soutien à cette jeune fille est organisé dimanche à 11h, toujours à Courbevoie. Car le viol de l'adolescente provoque l'effroi, mais aussi dans la communauté juive l'inquiétude. Depuis le 7 octobre, les actes antisémites augmentent et avec eux le sentiment d'insécurité, comme à Saint-Mandé, en région parisienne, où des familles juives envisagent désormais de quitter la France. Le reportage d'Élise Phillips et Pierre Humez. Des affiches de soutien aux otages français et des banderoles régulièrement taguées. À Saint-Mandé, certains juifs se sentent visés depuis plusieurs mois. Un contexte que ne supporte plus Mendel. J'ai été victime il n'y a pas longtemps. On m'a traité de sale juif. Moi, j'avais déjà fait l'Alia. L'Alia, c'est partir en Israël. Je suis revenu parce que j'ai ma famille qui est revenue, mais je souhaite repartir. Ici, environ 30% des habitants sont de confession juive. Selon la mairie, il n'y a pas d'explosion des agressions antisémites, mais le sentiment d'insécurité n'a jamais été aussi grand parmi la communauté. Pour Guillaume aussi, chirurgien dentiste depuis 36 ans, partir pourrait devenir une solution. Toute nation fragmentée est une source d'inquiétude. En cas de problème, on sait qu'on peut partir en Israël. Et nombre de personnes le font déjà. On sait qu'il y a un pays qui peut nous recevoir. Et ça change tout. Pas d'exode massif bien sûr, mais le contexte politique et les prochaines élections inquiètent aussi. Les deux extrêmes ne parlent que de ça et nous en fait on a juste envie qu'on nous foute la paix. On veut vivre tranquillement, on est français, de religion juive, mais on veut juste vivre bien dans notre pays et sans être attaqué. Alors depuis octobre dernier, la mairie a choisi de renforcer la sécurité pour rassurer. On est une des rares communes qui mettons de la police municipale armée matin, midi et soir devant les écoles, entrée et sortie. Avec la police nationale et Sentinelle, on sécurise les lieux de culte ou les écoles confessionnelles la semaine et les week-ends pendant des offices. Selon le gouvernement, les actes antisémites ont progressé de 300% au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Et on en vient à cette fête de la musique très politique à l'Élysée. Au programme, il y avait un concert de Gilbert Montagné, l'invité d'honneur que vous voyez sur ces images sur scène. Il y a eu aussi une prise de parole d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État, pourtant critiqué dans sa propre majorité, a remis son costume de chef de campagne électorale. Léopold Audebert. Oui, cette fête de la musique à l'Elysée, elle avait un peu une ambiance inattendue de meeting devant la foule qui était réunie. Certains spectateurs qui étaient surpris, d'autres qui ont applaudi parce qu'Emmanuel Macron a pris la parole et pendant la moitié de son discours, il est revenu sur la dissolution, notamment ce choix qu'il a fait. Il explique que, je cite, ce qui s'est passé dimanche dernier a été un coup de tonnerre. Emmanuel Macron qui envoie également un message en disant il ne faut pas avoir peur pour le 30 juin prochain, il faut aller voter, il faut aller convaincre. Emmanuel
Emmanuel Macron qui, malgré les sondages, les instituts qui montrent que la majorité présidentielle est en très grande difficulté, eh bien, semble toujours avec de l'espoir et qui a également fait un lien avec l'actualité en notamment affirmant, je cite, « On ne veut pas d'un pays qui se mette dos à dos, on ne veut aucun communautarisme, on ne veut aucun séparatisme, aucun discours de haine ». Pourquoi lien avec l'actualité? Parce qu'il a parlé d'antisémitisme, je cite Emmanuel Macron, et il n'y a aucun racisme qui justifie l'antisémitisme, il n'y a aucun antisémitisme qui peut être justifié par quoi que ce soit, c'est l'universel républicain, poursuit-il. Je vous le dis, ambiance assez particulière parce qu'à la fin de son discours, Emmanuel Macron a passé la main à un certain Gilbert Montagné, parce que, bien évidemment, en ce 21 juin, c'est lui qui était l'invité d'honneur de cette fête de la musique dans la cour de l'Élysée. Marine Le Pen était-elle ce vendredi dans son ancienne circonscription de députée à Courrières dans le Pas-de-Calais. L'ex-présidente du Rassemblement national a évoqué l'éventualité d'une démission d'Emmanuel Macron. Elle était au micro de Louis Gagnepin. Je n'appelle pas Emmanuel Macron à démissionner, je suis respectueuse des institutions. Je note juste que quand il y a un blocage politique, quand il y a une crise politique, il y a trois possibilités. Voilà. Il y a le remaniement, il y a la dissolution ou il y a la démission du président. Bon. Le remaniement, pour le coup, dans cette circonstance, ne m'apparaîtrait pas extrêmement utile. La dissolution vient d'être opérée, elle n'est plus possible pendant 1 an. Il ne restera donc au président que la démission pour sortir potentiellement d'une crise politique. C'est un constat, c'est pas une demande. Il fera exactement ce qu'il veut et ce que la Constitution lui donne liberté de faire. Et le président de la République a aussi été pris pour cible par Alexandar Nikolic, le député européen du Rassemblement national, qui l'accuse de jouer sur les peurs dans le cadre de ces élections législatives. Écoutez. Il joue sur les peurs, il essaie de dire il y a un danger avec certains, sans rentrer dans les détails. On ne sait pas ce qui est dangereux. Moi, je pense que ce que les Français trouvent dangereux, c'est de voir l'insécurité qui monte. C'est de voir qu'aujourd'hui, il y a 3 meurtres par jour dans notre pays, qu'il y a plus de 200 femmes qui se font agresser sexuellement sans qu'il y ait une réponse par rapport à ça. C'est justement l'impossibilité pour beaucoup de Français de finir les fins de mois. Je pense que Emmanuel Macron, s'il veut vraiment gagner cette élection, il devrait rassurer là-dessus plutôt que d'essayer de s'en prendre aux adversaires en les disqualifiant, en ayant des grandes envolées lyriques, sans rentrer dans les détails. Nous, on est cohérents, on est sérieux, on est prêts en parlant des solutions qu'on peut apporter aux Français en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière de santé, les principales préoccupations des Français, et on restera là-dessus. Nous, on le dit sur tout ce qui peut entraîner qu'il y ait une augmentation des salaires, on le fera et on va justement par rapport aux entreprises. Par exemple, sur les taxes de productivité, par exemple. Donc, il y aura une baisse. Et sur l'impôt sur le revenu, pardon, sur l'impôt sur le revenu. Non, mais sur l'impôt sur le revenu, on ne considère pas qu'il faut marquer des changements majeurs. On avait annoncé en 2022 que pour les moins de 30 ans, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui peuvent créer des boîtes, qui s'en vont à l'étranger, c'est un vrai fléau. On avait annoncé que donc il y aurait une suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, pour les inciter à rester sur le territoire. C'est quelque chose qu'on mettra en place progressivement si on peut avoir... Mais pas tout de suite, c'est ça? Non, on l'a dit, il y a des mesures d'urgence à mettre en place, notamment sur la TVA, notamment donc baisser à 5,5 la TVA sur les produits énergétiques, parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'en peuvent plus, et d'entreprises françaises qui n'en peuvent plus. Et aller immédiatement à Bruxelles négocier pour la réforme du marché européen de l'électricité que vous soutenez et qui... Vous allez avoir une majorité à vous tout seul? Non, mais on va faire comme d'autres pays ont pu le faire, c'est avoir une dérogation, ce qui nous permet de vendre un prix de l'électricité moins cher, 30% moins cher. Vous savez, pour les entreprises, c'est important ce prix de l'électricité, parce qu'il a augmenté de 71% depuis 10 ans, et c'est aussi la faute de la gauche, à la fois par vos votes au Parlement européen et ce que vous avez fait entre 2012 et 2017. On est dans une impasse. Enfin, elle dit qu'elle appelle les Français à voter massivement pour nous, pour qu'on ait enfin une majorité absolue, pour qu'on change vraiment de cap profondément, pour que les Français, sur beaucoup de sujets, quand on les interroge, eh bien, puissent voir enfin leurs idées appliquées en nous donnant une majorité absolue. Mais elle dit, si ça n'arrive pas, on se retrouvera encore une fois dans une impasse et la dissolution a été essayée. Il ne va pas refaire encore un remaniement parce que c'est pas ce que demandent vraiment les Français. Il lui resterait plus que ça. Et dans cette campagne reconquête, le parti d'Éric Zemmour essaie lui aussi de se faire une place pour imposer ses idées. Écoutez à ce sujet Stanislas Rigaud, le président de la branche jeunesse de la formation. Nous, notre place, elle est de défendre des idées. On a des singularités, on a des différences. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'1,3 million de personnes ont voté pour nous il y a maintenant 10 jours. C'était seulement il y a 10 jours, les Européennes, on l'oublie trop souvent, mais 1,3 million de personnes ont pris ces décisions-là. Et tant que ces gens-là existent, nous avons le devoir de les défendre. Moi, je suis pas de la politique, vous savez, simplement pour obtenir un poste ici et là. On le fait pour défendre des idées. Et les idées, on va continuer de les défendre.
en essayant d'allier nos convictions et évidemment une politique stratégique pour essayer d'avoir le pouvoir le 7 juillet prochain à l'occasion du second tour des législatives. Le sujet maintenant, c'est qu'Éric Zemmour présente des candidats, 330. S'il y a des second tours, Macronie ou face à la France Insoumise, on appellera à voter pour les candidats de droite et du camp national. Il n'y a aucun sujet là-dessus. En revanche, Reconquête, vous l'avez dit, a obtenu 5,5% aux élections européennes, mais représente 1,3 million de personnes à cette élection. Et ils ont le droit d'avoir leur voix au chapitre, ils ont le droit d'être écoutés pour ces élections législatives. Vous savez, c'est un scrutin où on choisit au premier tour et on élimine au second, et on sera capable d'éliminer au second les mauvais candidats, notamment ceux d'extrême gauche, qui sont absolument odieux, et je crois qu'il faudrait s'y attarder longuement. Il y a une recomposition, il y a les 3 grands blocs qui se mettent en place, un bloc d'extrême gauche, de gauche comme on veut, un bloc central incarné par Emmanuel Macron. Et vous êtes les seuls éparpillés en fait. Et un camp de droite. Eh bien moi je le regrette. Je regrette que nous soyons éparpillés. Maintenant, encore une fois, il y a des idées à défendre, il y a des gens à qui s'opposer. Je crois que c'est une occasion historique, c'est la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que ce qui se passe en ce moment est historique. Ne ratons pas l'occasion, mais rien n'est dit que l'Assemblée nationale soit facile à diriger et à contrôler. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Maintenant, encore une fois, il y a une possibilité historique. Et vous, Jordan Bardella, Premier ministre, ça vous convient? Ah, mais c'est lui que vous avez choisi. Mais ça me convient totalement. Entre Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, je pense qu'une majorité de Français prendront la même décision que moi, à savoir souhaiter qu'il soit Premier ministre. Mais parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui m'a frappé sur ces derniers jours. Au-delà de cette actualité qui est extrêmement violente. On a en face de nous des personnes qui détestent la France, qui le disent. La suppléante de M. Coquerel, par exemple, députée de la France Insoumise, qui dit sur les réseaux sociaux qu'elle emmerde la France et qu'elle les invite à se faire... Il est tôt le matin, mais je vais éviter d'être vulgaire, mais qui est extrêmement insultante. On a Raphaël Arnaud, triple fiche S, qui appelle qui met la tête de certaines militantes de droite, notamment d'Alice Cordier, et qui menace de la tuer. Et ces gens-là sont candidats. Et personne ne s'insurge. J'espère qu'elle sera mise face à ces contradictions, face au fait d'être en train de soutenir des candidats qui sont objectivement des racailles. Et je pense qu'il faut le dire et ne pas avoir peur de le faire. Et c'est pour ça qu'il faut, nous, de notre côté, nous unir pour gagner. Ce chiffre maintenant, en 10 jours, plus d'1 million de procurations ont été enregistrées pour voter les 30 juin et 7 juillet prochains. Alors pour répondre à la demande, à Bordeaux, un bus de la police nationale y est dédié pour leur enregistrement. Le reportage de Vincent Hénin et Clément Gauvin. Devant les portes de ce bus, des électeurs venus faire valider leur procuration. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? À bord de ce bus de la police nationale, réaménagé en bureau d'enregistrement des procurations, un agent les accueille un par un pour remplir correctement le formulaire papier. J'étais assez étonné, je comprenais pas pourquoi il y avait ce gros bus que j'avais jamais vu. Il y a toute une logistique qui a été mise en place, donc c'est cool. Car depuis près d'une semaine, les requêtes affluent dans les commissariats de la ville, avec dimanche dernier un record, 800 procurations enregistrées en seulement une journée. Les enjeux du scrutin et la période très courte fait qu'on a ce rush. Et l'idée, c'était de mettre en place ce bus qui est en fait un accueil dédié, spécifique, pour faire ces procurations et faire face à l'afflux massif de nos concitoyens qui veulent pouvoir réaliser ces démarches d'une façon la plus simple et la plus rapide possible. Pour éviter les files d'attente, à l'extérieur, il suffit d'une simple pièce d'identité pour que les agents valident les procurations réalisées en ligne. Très bonne initiative ce bus, oui, tout à fait. Il n'y avait pas la queue, donc on est passé tout de suite. C'est la première fois que je fais une procuration déjà. À chaque fois, je ne sais plus me déplacer. J'appréhendais, je me dis, oh là, il ne faut pas que je vienne à midi ou à 13h parce qu'il y a une queue énorme, mais bon, là, ça va, c'est tellement rapide. S'il n'y a pas de date limite pour effectuer une procuration, les autorités recommandent de la faire le plus tôt possible pour qu'elle soit correctement prise en compte. En Isère, une centaine d'habitants du hameau de la Bérarde a dû être évacués par hélicoptère. Depuis jeudi, ils étaient coupés du monde, conséquence de la crue du torrent voisin. La montée des eaux a emporté la seule route d'accès aux habitations et noyé les chalets sous une épaisse couche de boue. Francesco de Paquite. Vu du ciel, les habitations sont encerclées, prises au piège par d'épais torrents d'eau dévalant la montagne. Le hameau de la Bérarde, situé dans la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, submergé par la crue du Vénéon, incontrôlable suite aux orages des derniers jours. Certaines maisons ont été presque entièrement englouties, d'autres n'ont pas résisté au déferlement des éléments. Les routes sont ensevelies par la roche et la boue, impossible de circuler, le village est coupé du monde. Alors, l'hélicoptère de la sécurité civile tente d'évacuer à la hâte les habitants restés sur place. Au total, ils sont près d'une centaine à avoir été secourus. Sur ces images filmées par les évacués, on les voit en train de constater les dégâts depuis les airs. Acheminés dans la commune voisine des Deux Alpes, les habitants rescapés
peine à mesurer l'ampleur de la situation. On observe sous nos yeux le désastre qui est en train de se faire et se dire mais la nature elle passe tout quoi. Enfin il n'y a rien à faire qu'à trouver ça désastreux et à espérer qu'il n'y ait pas de victimes, qu'il n'y ait pas de suraccidents. Oui, c'est très impressionnant. En fait, la BRR a été radiée de la surface de la Terre. Il n'y a plus rien. C'est devenu un immense pierrier. Enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est devenu un immense pierrier. Il y a des cailloux au-dessus des chalets qui font 2-3 mètres de haut. Et la situation pourrait encore s'aggraver dans les prochaines heures, puisque la pluie ne devrait pas faiblir. Pour le maire de Saint-Christophe-en-Oisans, difficile d'être optimiste. Le mal a été fait. Aujourd'hui, la vallée est complètement ravagée. Donc, qu'il passe un peu plus d'eau que moi, je ne vois pas ce que ça va changer, puisque les infrastructures ont été mises à mal, les routes aussi. Il y a quelques mois, le Vénéon était déjà sorti de son lit. Et affaire champenoise dans la Marne, le mystère reste entier. Toujours aucune explication pour les malaises qui se sont déclarés près de l'école primaire depuis début juin. 12 nouveaux cas ont été recensés hier, 3 adultes et 9 enfants. L'inquiétude des parents d'élèves grandit un peu plus. Écoutez. Ça commence à inquiéter tout le monde. Et nous, on se dit que si ça arrive au collège, on va retirer notre fille de l'école jusqu'à temps qu'ils trouvent ce qu'il y a, parce que c'est trop inquiétant. Les prises de sang sont pas bonnes et on leur donne pas plus d'infos. Donc, le petit que je garde a eu des résultats de prise de sang qui étaient soit au-dessus, soit au-dessous, et personne n'a d'autres renseignements. Pas de suivi médical après. On pense que c'est dans nos têtes, on sait plus en fait, on devient fou. On sait plus quoi faire, quoi penser. Quoi. Il y a une psychose un peu. C'est ça, c'est la psychose. Il ne restait plus que lui. Il a lui aussi fini par plier bagage. Le dernier médecin généraliste de Saint-Antonin-Nobleval, dans les gorges de l'Aveyron, a fermé son cabinet ce vendredi. Les 1900 habitants de la commune se retrouvent sans praticien et sans solution pour le remplacer. Maxime Meunier avec Camille Plaison. Ce patient pousse la porte de son médecin généraliste pour la dernière fois. Mathieu Boulanger, dernier médecin de ce village du Tarn-et-Garonne, a décidé de partir. Un choix de raison, car depuis le départ de ses 3 collègues, la charge de travail est devenue trop conséquente. Plus de 5000 consultations à l'année, soit 12 heures de travail par jour. Et malheureusement, on s'épuise sur des choses qui ne relèvent pas de notre formation initiale d'ailleurs, de la paperasserie, orienter un patient en inaptitude, des problèmes de médecine du travail. Là, j'ai une famille des années 50 où elle fait absolument tout et elle me raconte ce qui s'est passé, elle me donne des photos. Et puis aussi pour sauver le médecin que j'ai dans la peau, c'est-à-dire de pouvoir continuer de soigner dans des conditions acceptables. Ce soir, il fermera définitivement la porte de son cabinet et exercera à 40 km d'ici, là où il habite. Les habitants sont démunis. Impossible de trouver un nouveau praticien. Il y a des médecins ailleurs qui ne veulent pas nous prendre, parce qu'ils sont surbookés aussi, parce que le manque de médecins ici, il est ailleurs. Et donc, ils ne veulent pas nous prendre. La mairie met tout en œuvre de son côté pour retrouver un nouveau médecin. 450 professionnels ont été contactés depuis septembre. Cette adjointe en appelle à l'État et dénonce des procédures trop lourdes pour engager des médecins étrangers. Qui sont prêts à venir à travailler dans tous les déserts médicaux de France, mais à qui on fait passer des concours au lieu d'examen, à qui on refait passer 2 ans de consolidation dans les hôpitaux. Et nous, on en a rencontré, on en a fait venir ici. C'est des médecins formidables qui parlent un français parfait, qui sont prêts à venir et qui sont bloqués pour des raisons administratives. Ici, c'est tout un village qui espère retrouver un médecin d'ici à septembre prochain. Match nul pour les Bleus à l'Euro à Leipzig, 0-0 contre les Pays-Bas pour leur 2e match dans la compétition. Un match sans Kylian Mbappé, le capitaine qui souffre d'une fracture au nez. Il est resté sur le banc. Antoine Sabardin. Quand on repart, on peut le perdre aussi. Avec ce match nul, France et Pays-Bas conservent une longueur d'avance sur l'Autriche 3e. Après son succès face à la Pologne, pas encore officiellement qualifiés pour les 8e de finale, les Bleus affronteront les Polonais mardi. Et Sonia Carneiro était sur place à Leipzig avec des supporters des Bleus, forcément un peu déçus par ce match. L'équipe de France devra patienter pour une qualification en 8e de finale de cet Euro. Les Bleus accrochés par les Pays-Bas, déçus du résultat, évidemment déçus aussi de la prestation de l'équipe de France. Déçu de la prestation, oui et non, parce que défensivement et au milieu de terrain, ça a été très costaud quand même ce soir. Mais ouais, en attaque, déçu quand même un peu. On aurait pu marquer ce but, mais ouais, il manquait quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce qui manquait justement ce soir? Il manquait de faire sortir Thuram. Il faut mettre Thuram dehors, il fallait faire rentrer d'autres joueurs et avant surtout. Et Kylian Mbappé, il a manqué ce soir?
Il a manqué, mais bon, faut apprendre à jouer sans Kylian Mbappé. Si jamais il n'arrive pas à jouer jusqu'à la fin de compétition, ça peut arriver. Donc faut apprendre à jouer sur lui. On n'est pas dépendant. L'équipe de France, c'est pas juste Kylian Mbappé. Voilà. Bon, comment on se sent pour la suite, le 3e match face à la Pologne? Ça devrait le faire quand même. Je pense que l'équipe de France va se qualifier. On a déjà 4 points. La Pologne, ça devrait le faire. Ça va le faire, mais c'est qu'on aurait voulu voir plus de jeux et plus de spectacles. Bon, soirée difficile ici pour les supporters de l'équipe de France à Leipzig, mais on y croit pour le 3e et dernier match. Ce sera face à la Pologne la semaine prochaine. Et restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur l'arrestation de 2 personnes soupçonnées d'avoir voulu commettre une action violente contre des cibles juives pendant les Jeux Olympiques.